Donc, bienvenue à tout le monde sur ce quatrième webinaire consacré à tourisme et handicap, dans le cadre du mois en fait, un tourisme et handicap. Certains d'entre vous, vous êtes là depuis le début des webinaires, ravi de vous retrouver. Ce quatrième webinaire qu'on a dédié avec Anaëlle, qui est en charge en tout cas de l'organisation des webinaires sur les sites touristiques accessibles. Et aujourd'hui, en fait, on va être accompagné de deux intervenants et de Anaëlle. Thomas et Sabine, je suis désolée, Sabine, je me rends compte que je vous ai oublié de vous mettre du Grand Parc du Puy du Fou, Emmanuel de Spécifique Zoo, Anaëlle qui également fera une petite présentation et moi-même, gérante de Accessitour. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est, dans le cadre de Tourisme et Handicap, de vous permettre d'avoir des réponses et en tout cas d'avoir des témoignages de deux sites des Pays de la Loire qui se sont engagés dans la démarche depuis pas mal d'années, en tout cas pour les deux, qui ont deux profils similaires et en même temps différents. Ça, ils vous expliqueront un petit peu tout ça. Et puis là, l'objectif, c'était alors toujours le petit rituel avant de commencer avec les intervenants, de vous rappeler un petit peu les chiffres et de quoi finalement on parle lorsque l'on parle d'accessibilité touristique. Donc ça, c'est un peu la grande difficulté, puisqu'aujourd'hui, quand nous, on intervient sur les prestataires touristiques dans les différentes régions et notamment dans les Pays de la Loire, on a toujours cette question-là. Si je me mets en accessibilité, pour combien de personnes? Petit rappel, aujourd'hui, en fait, en France, on compte à peu près 12 millions de personnes en situation de handicap. Mais 12 millions, c'est-à-dire un Français sur 6, pardon. Nous, on le compte en fait, non pas en personnes, mais plutôt en termes de famille, puisqu'on estime que derrière chaque personne en situation de handicap, il y a une famille. Donc finalement, c'est 12 millions de familles qui sont concernées en fait, par le handicap aujourd'hui en France. Et on se rend compte également finalement qu'il y a énormément de personnes qui sont en situation de handicap, mais qui ne rentrent pas dans les champs des 12 millions parce que il n'y a pas eu de reconnaissance, parce que voilà, pour des raisons diverses et variées, les personnes n'ont pas souhaité, en tout cas, se faire reconnaître. Et donc, on détermine aujourd'hui 5 familles en fait, moteurs sensoriels avec dedans le visuel et l'auditif, le psychique, le mental et tout ce qui va être maladie invalidante, qui vont avoir une certaine certain impact, en tout cas, sur la manière dont les personnes vont être amenées à visiter les différents sites touristiques. Et un chiffre qui est toujours aussi important à savoir, c'est que aujourd'hui, nous, quand on fait des adaptations en fait, sur des sites, mais pas que, on nous pose toujours la question de combien de personnes on va recevoir et finalement, comment on peut les reconnaître. Alors, ils ont pas, certains vont effectivement avoir leur carte d'invalidité, mais il faut savoir que sur ces 12 millions de personnes, on a 80% des handicaps qui sont invisibles. Et donc, pas mal de personnes finalement poussent les portes des sites touristiques sans qu'on soit finalement qu'on ait déterminé, voilà, qu'on les voit au premier coup d'œil, si je peux, si c'est assez important. Donc c'est vrai que la plupart du temps, les sites nous disent oui, en fait, je reçois peu ou pas de personnes en situation de handicap, mais des fois, en fait, les personnes passent totalement au travers finalement des radars des sites. Et donc, adapter finalement un site touristique, c'est permettre à ces 22 millions de personnes d'accéder, mais pas que, puisque finalement, on permet aussi aux familles, aux personnes âgées, à tout un tas en tout cas à tous nos visiteurs de profiter pleinement et sereinement des sites touristiques. Là, je vous ai remis la petite définition très importante. Voilà, la loi 2005, alors c'est vrai que ces webinaires, ils se font dans le cadre du mois en fait, du handicap, des journées de tourisme et handicap, mais pas que, puisqu'on est aux 20 ans en fait, de cette loi, anniversaire ou pas, chacun voit, voit les 20 ans un peu différemment, mais en tout cas, cette loi, elle avait déterminé le fait que représenter un handicap finalement toute limitation d'activité ou de participation en activité. Et là, cette définition, elle a aussi fait entrer le fait qu'on pouvait avoir un handicap qui n'était pas définitif. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir un handicap qui était dans le temps. Par exemple, tout simplement, vous cassez une jambe, vous avez en fait un problème, vous êtes enceinte ou ce genre de choses. Voilà, ça peut rentrer aussi dans des handicaps plus ou moins
plus ou moins temporaire. Et puis, on a fait également rentrer tout ce qui va être handicap sensoriel, les personnes qui vont être hypersensibles, les personnes qui vont avoir des troubles autistiques. Tout ça a permis en fait d'ouvrir les champs finalement du handicap et du coup, on a énormément de personnes qui peuvent rentrer sur ces thématiques-là. Notion aussi très importante, c'est la répartition, hein, de ces 12 millions de personnes en situation de handicap puisque, généralement, on nous dit, «Oui, mais j'ai mis en accessibilité, mais je reçois pas beaucoup de fauteuils roulants». Bon, ça, c'est ce qu'on leur dit toujours: «Attention, le handicap n'est pas, seulement limité, en fait, aux personnes, avec des fauteuils roulants». Sur nos 12 millions de personnes, on a 3,5 millions de personnes qui sont, ce qu'on appelle en mobilité réduite, dont 650 000 utilisateurs de fauteuils roulants, ce qui représente un pourcentage d'à peu près 5 de la population, de personnes en situation de handicap. Donc on va dire que c'est pas le plus représentatif, des personnes, voilà, du monde du handicap. Donc ça, c'est pareil, lorsqu'on met en adaptation en fait un site, on exprime bien le fait que c'est pas parce que vous allez être du jour au lendemain adapté que vous allez avoir 50 000 fauteuils qui vont débarquer en fait sur vos sites touristiques. On a des personnes qui sont mal marchandes, on a des personnes qui sont vieillissantes, on va avoir les familles qui vont avoir besoin de ces aménagements, mais des personnes en fauteuil ne vont pas constituer en tout cas la majorité des personnes qui vont venir. On a 1,7 million de personnes qui sont en situation de handicap visuel, donc malvoyants ou non-voyants. 700 000 personnes en situation de handicap mental. Donc là, on ne compte pas les personnes en situation de handicap psychique puisqu'on a peu ou voilà, les chiffres sont assez évolutifs, donc on n'arrive pas à avoir en tout cas de chiffres stables. Donc il faut vous dire que la population finalement de personnes en situation de handicap, si on considère en même temps le handicap psychique, on arrive à plus que 12 millions de personnes. Et puis, on a 5,4 millions de personnes en situation de handicap auditif. Donc, finalement, c'est le handicap le plus invisible possible et qui, pour autant, aujourd'hui, a le moins d'adaptation en fait, hein, sur les sites touristiques. Donc ça, c'est important à savoir, c'est-à-dire que le handicap le plus représentatif de tous, c'est le handicap auditif. Donc, se poser la question de qu'est-ce que l'on fait finalement pour cette catégorie aussi de handicap. Et important puisqu'on travaille dans le tourisme, ces chiffres finalement rapportés au niveau mondial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus d'1 milliard de personnes qui sont en situation de handicap. 1 milliard, c'est quand même assez important, sachant qu'on a des pays qui ne donnent pas de chiffres. Donc voilà, on a aussi des zones où on n'a pas de visibilité, en tout cas sur le nombre de personnes. La population mondiale en fauteuil représente seulement 1%. Donc c'est pareil, c'est pas le handicap le plus représentatif au niveau mondial. On a 6% touchés par le handicap auditif, 17% par le handicap visuel et 2,6% par le handicap intellectuel. Donc voilà, ça c'est les petits chiffres au niveau mondial. Petit chiffre également, et après on arrêtera les chiffres, après voilà, il y en aura dans les présentations, mais on va arrêter après tous ces chiffres, voilà. Mais c'est aussi important pour voir un petit peu la notion. Aujourd'hui, je vous avais mis par rapport au premier webinaire qu'on avait fait un petit peu sur l'état des lieux en fait, hein, du handicap en France 2005-2025. Aujourd'hui, on estime qu'on a près d'1 million de structures qui disposent d'un SIRET avec une vocation touristique. Donc là, je vous avais mis, on a 230 000 sites touristiques, on a 800 000 hébergements, ce qui représentait à peu près 1 million. Et aujourd'hui, on est à peu près à 30% de sites qui sont globalement accessibles. C'est-à-dire qu'on a encore un progrès de 70%, 20 ans après la loi, sur la mise en accessibilité, ce qui est quand même encore une belle marge de progression à avoir. Et par rapport aux chiffres tourisme handicap, puisque quand même on est là, moi en tant que référente et correspondante de la région Pays de la Loire, pour vous présenter aussi l'intérêt de se présenter à Tourisme Handicap. Sur ces, on va dire, sites touristiques, aujourd'hui, sont labellisés Tourisme Handicap en France. Hein, là, j'ai pris les chiffres au niveau français. On a 214 sites qui sont avec une vocation loisir. Donc là, on va avoir des piscines, des parcs zoologiques, des parcs des expos. Voilà, donc là, on est sur le loisir de manière très très large. Et puis on a en fait 20 établissements à thème
dont le Grand Parc du Puy du Fou, le Futuroscope ou Disney. Voilà, ce sont plutôt les parcs thématisés qui sont dans la structure. Donc voilà, ça nous fait à peu près 224 sites qui sont labellisés avec cette thématique plutôt site touristique. Voilà. Donc ça, c'est important à savoir. Donc voilà, ceux qui ont l'habitude de ces webinaires, voilà, c'est aussi important de rentrer dans Tourisme et Handicap pour plusieurs raisons, puisqu'aujourd'hui, vous l'avez vu, on a quand même 1 million de sites qui sont fléchés Tourisme et Handicap, qui sont pas fléchés Tourisme et Handicap. J'adorerais avoir les 1 million tourisme handicap, mais non. On a 1 million de structures qui sont avec un SIRET touristique. Aujourd'hui, en France, on a à peu près 4000 sites marqués tourisme handicap. C'est-à-dire qu'on a une progression assez énorme et que la ministre du Tourisme nous a donné, en tout cas, nous, les correspondants tourisme handicap des régions, un petit challenge de faire rentrer 500 nouveaux sites avant la fin de l'année. Donc, on ne désespère pas, on va y arriver. Voilà, donc c'est vrai qu'on compte sur tous les relais en fait au niveau des départements et tous les sites hein, pour rentrer dans cette démarche. Et puis aujourd'hui, Tourisme Handicap est le seul label, en tout cas la seule reconnaissance euh, d'accessibilité véritable des sites pour les personnes en situation de handicap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la loi, on a d'autres labels, hein, d'autres certifications, mais Tourisme et Handicap est un label d'État qui est contrôlé tous les 5 ans par plusieurs personnes, hein, donc un binôme personnes en situation de handicap et personnes du monde du tourisme, et qui permet en fait une fiabilité de du site. Et aujourd'hui, c'est vraiment le seul label qui permet en tout cas de vérifier et d'attester l'accessibilité vraiment des sites. Donc vraiment, on conseille vraiment aux sites touristiques de rentrer dans cette démarche. Et je vous rappelle, Tourisme et Handicap peut être accessible soit à partir de 2 familles de handicap, 3 ou 4, et le moteur n'étant pas une obligation. Donc, vous pouvez avoir en fait un site non accessible pour le handicap moteur, mais qui peut l'être pour les autres familles de handicap sans souci. Donc voilà, ne vous freinez pas en tout cas au handicap moteur. Et puis tourisme handicap, c'est que le début. C'est-à-dire que lorsque vous candidatez à tourisme handicap, c'est que le début d'une aventure. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas la perfection à 100% lors des premières visites. On vous demande en tout cas de tendre vers une accessibilité en tout cas 100% conforme à la loi. On va prendre à ce qu'on appelle les conforts d'usage. Mais on vous demande au fur et à mesure des labellisations de pouvoir en tout cas améliorer. Mais c'est vrai qu'on va avoir en tout cas sur les premiers audits une phase en tout cas d'amélioration continue qu'on va vous demander. Donc voilà, ne stressez pas lorsqu'on vient lors des visites. Hein, il vaut mieux s'engager et avoir une démarche de progrès plutôt qu'attendre d'avoir un site qui est totalement conforme à 100% sur le côté réglementaire et sur le côté confort d'usage. Voilà. Nous, on est là aussi, hein, les relais, pour vous aider, en tout cas, à passer les différentes marches et les différents paliers pour y accéder. Donc voilà, là c'était le petit topo. Ce que je vous propose, c'est que on passe tout de suite aux présentations, et on va commencer par Specific Zoo avec Emmanuel, et je vais laisser la parole à Emmanuel, et moi je vais continuer à faire le déroulé du PowerPoint. Donc je laisserai Emmanuel me dire à chaque fois qu'il faut que je passe la petite slide d'après. Alors, bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Alors, le Specific Zoo, donc nous, on est une très petite structure, bien évidemment, par rapport au Puy du Fou. Mais on a la particularité d'être une entreprise adaptée. Donc, ça veut dire que la majorité de nos salariés, c'est à peu près 75% des personnes qui travaillent chez nous, sont en situation de handicap. Donc, on est bien sûr d'autant plus sensible à cette démarche là, qui fait partie un peu de notre ADN. Donc, on peut passer à la slide suivante. Alors, on est situé à 10 km du Mans. Notre chiffre d'affaires est modeste, 650 000 euros en 2024 et à peu près 50 000 visiteurs. Je suppose que mes confrères ici présents, c'est ce qu'ils font peut-être sur une journée, sur une grosse journée, mais ça n'empêche pas d'engager une démarche sur le tourisme handicap. On peut passer à la slide suivante.
Alors, l'historique du parc, il a été créé en 89, c'était un parc ornithologique. On est devenu Specific Zoo en 2008 parce qu'on avait diversifié la collection. C'est la deuxième fois qu'on a le renouvellement tourisme handicap, donc ça va faire un peu plus de 10 ans maintenant. On a notre agrément, par contre, entreprise adaptée depuis 2013. Et on a créé une structure inclusive dont je parlerai tout à l'heure qui s'appelle Zoo Défi, qui est une structure de jeu donc en 2016. On a un agrément ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale depuis 2021, et nous sommes labellisés RSE, Lucie Progress. Avant, c'était Toumaï et Lucie Progress. Là, on a eu le renouvellement l'année dernière. Et donc, c'était les 35 ans du parc en 2024 et on est passé de 6 à 8 hectares. Voilà. Donc, la petite vidéo, on ne va pas la passer maintenant parce qu'a priori, elle ne passait pas bien, mais vous pourrez la voir, cette petite vidéo promotionnelle de 2 minutes que vous pourrez regarder un petit peu plus tard. On va laisser du temps pour les questions plutôt. Alors, les points forts du parc, donc, on a des espèces qui sont peu courantes, comme les dingos, des jaguars ondits, les opossums volants. On a des animaux un petit peu classiques en immersion, comme les lémuriens, une animation avec les petites perruches qui viennent manger dans les mains des visiteurs, un grand vivarium de 450 mètres carrés. Et le parc est plat, carrossable, donc ça c'est un atout pour nous. C'est très facile pour les poussettes, les fauteuils roulants, les personnes à mobilité réduite en général. On peut passer à la slide suivante. Alors, nos engagements autour de la RSE, on soutient des projets de conservation à Madagascar, en Indonésie, maintenant au Brésil. On participe à différents programmes d'élevage européens et nos programmes pédagogiques sont validés par l'inspection académique de la Sarthe. Slide suivant. Alors, la démarche environnementale, donc, par exemple, pour nos grands bâtiments, notre vivarium, qui fait, je disais, 450 mètres carrés, notre grande structure, Zoo Défi, dans lequel on a aussi des bâtiments, enfin des structures pour le personnel qui fait 800 et quelques mètres carrés, donc c'est chauffé par la géothermie. On fait un tri sélectif des déchets, on utilise des matériaux locaux de réemploi. Tous nos abris pour animaux, par exemple, c'est des structures modulaires qu'on a modifiées, transformées. Et donc, on fait de l'éducation à l'environnement pour les visiteurs, les scolaires, bien-être des animaux. Donc, on a tous les ans, depuis pas mal d'années, des étudiants en master ou des doctorants qui viennent faire des études sur le comportement. Donc, nous, on a fait le choix. Alors, après, je dis pas que c'est pas bien, mais voilà, on fait pas de spectacle, on fait des animations régulièrement sur les animaux et donc en fait des nourrissages commentés ou des explications sur leur mode de vie dans le milieu naturel, etc. On peut passer à la slide suivante. Donc on est une entreprise inclusive puisqu'on est agréé entreprise adaptée depuis 2013. Alors là, le nombre n'est plus juste, mais ça a beaucoup évolué ces dernières années. On est à 15 ETP de personnes en situation de handicap et une vingtaine de salariés maintenant. On adapte les postes de travail au handicap. Les postes sont valorisants pour les personnes en situation de handicap. Ça permet un retour à l'emploi grâce aux différents métiers présents sur la structure. On a donc les agréments tourisme et handicap et accueil à vélo. Et on a une politique tarifaire adaptée aux familles demandant d'emploi et personnes en situation de handicap, en sachant que souvent les personnes en situation de handicap ont des revenus modestes. Donc nous, par exemple, on a des tarifs qui sont les mêmes d'ailleurs pour les personnes qui viennent à vélo aussi, puisqu'on estime qu'ils font une démarche de venir chez nous en utilisant des moyens écologiques. Et on a aussi, par exemple, dans la politique tarifaire, des gratuités au niveau des accompagnateurs pour les groupes qui peuvent être du 1 pour 1, voire du 2 pour 1. On a eu, par exemple, des personnes qui venaient d'hôpital psy où on avait 2 accompagnateurs gratuits pour un patient. Donc, on a beaucoup de visites de structures médico-sociales. Il y a comment dire, à proximité des établissements qui viennent très très régulièrement chez nous, que ce soit des IME, des structures autour du handicap psy, etc. Et donc pour les familles aussi, on fait des gratuités pour les accompagnateurs d'enfants en situation de handicap, etc. On peut passer à la slide suivante.
Alors, on a des activités variées au niveau de l'équipe. Donc, il y a les soins aux animaux, entretien aménagé, aménagement, paysage, accueil, restauration, vente, administratif, scientifique. Et donc, on fait des formations pour les salariés aux gestes et postures. Les saisonniers sont formés, coachés, et on a des contrats en alternance également. Alors, Zoodéfi, j'en parlais tout à l'heure, c'est une structure qu'on a créée en 2016. Donc, c'est une structure de jeu indoor, donc une expérience ludique qui dure à peu près 1h30 à 2 heures. Et donc, ça permet de comparer ses capacités physiques et mentales aux animaux et aux humains et d'appréhender le handicap d'une manière positive et ludique. Favoriser la cohésion et la diversité au sein des équipes. Donc là, vous avez une petite image où vous voyez des personnes en fauteuil. Donc c'est un jeu qui s'appelle Snake Trail. Et donc Snake Trail, le serpent en anglais. Donc en fait, c'est un parcours. Et on a fait l'analogie des serpents qui sont des animaux qui n'ont pas de pattes, bien évidemment, vous le savez tous, et qui se débrouillent très bien, qui sont adaptés. Et nous, les humains, en fait, le fauteuil roulant, par exemple, c'est pas une invention très récente, puisqu'on a retrouvé des gravures qui datent de 600, comment dire, après Jésus-Christ, de premiers fauteuils en Chine, par exemple. Et donc, l'idée, c'est de faire ce parcours en fauteuil. Et chaque fauteuil va correspondre à une espèce de serpent. Et dans les petites bornes noires que vous pouvez voir sur la photo, en fait, on doit aller chercher les poids qui correspondent à chaque espèce. Donc, d'une manière ludique, comment dire, on apprend des choses sur les serpents. Tous les serpents ne mangent pas que des souris, par exemple, mais aussi parfois des oiseaux, des poissons, etc. Et en même temps, en fait, on se met en situation de handicap puisqu'on va franchir des pentes à 5%, 10%, et donc on va découvrir d'une manière ludique le handicap. Et donc la plupart des jeux de cette structure sont basés sur ce concept. On a aussi un jeu en langage des signes. On a des jeux plus sensoriels. Et en fait, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup à l'attention des groupes, notamment pour du team building ou des choses comme ça, pour sensibiliser au handicap, mais aussi de se rendre compte que dans une équipe, c'est la diversité qui fait la force d'une équipe. Et que parfois, justement, une personne en situation de handicap qui va arriver sur Snake Trail, ben, il sera plus fort que les autres parce qu'il maîtrise un fauteuil roulant. Et c'est la même chose sur d'autres handicaps. Voilà. Donc, ça, c'était brièvement. Mais en fait, alors par contre, bien évidemment, tous les jeux ne sont pas accessibles parce que, effectivement, par exemple, les jeux qui se passent un petit peu dans l'obscurité par rapport à une ambiance un petit peu autour des phobies ou des choses comme ça, bah, ça va être plus difficile pour une personne qui est déficiente visuelle et quelqu'un qui a une mobilité réduite au niveau des mains va pas pouvoir utiliser le fauteuil roulant. Mais globalement, bon, on arrive à former des équipes qui fonctionnent bien. On va pouvoir passer à la slide suivante. Alors, pour en revenir à l'adaptation pour les salariés, comment on adapte le travail pour les salariés en situation de handicap? On a du matériel, des petits véhicules électriques, du matériel à batterie pour l'entretien d'espaces verts qui est plus léger. On a des renforts d'équipes avec des stagiaires ou le service civique sur la pédagogie. On fait une mixité des équipes. Et donc, en moyenne, on a en fait 2 fois plus de salariés qu'un parc de même importance parce que voilà, on fait des équipes mixtes. On peut très bien avoir quelqu'un, un responsable d'équipe au niveau technique qui a beaucoup de compétences, mais qui ne peut plus faire l'ancien travail qu'il faisait auparavant parce qu'il a un handicap physique ou plusieurs handicaps physiques. Mais par contre, c'est quelqu'un qui va être capable d'encadrer, par exemple, une équipe avec des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Et en créant ces binômes ou ces groupes, on arrive en fait à compenser le handicap. C'est juste qu'il faut un petit peu plus de monde. On peut passer à la slide suivante. Donc, au niveau RH, donc on accueille tout type de handicap. Ça va de 23 à 60 ans au niveau des âges. La moyenne d'âge, c'est 32 ans. On a un peu plus d'hommes que de femmes. Donc, tous les ans, on a 1 ou 2 personnes qui quittent notre A pour aller vers le milieu ordinaire classique, notamment les personnes qui passent par l'accueil. C'est parfois des personnes qui ont eu des accidents, des maladies invalidantes, etc., qui reprennent le travail et qui, après de passer en entreprise adaptée, vont retourner vers le secteur. Alors,
Pour information, on a aussi un petit livret sur le handicap qu'on avait vu avec Madame Papin. Donc, les salariés en situation de handicap doivent aussi, bien sûr, s'informer, même s'ils sont sensibles au handicap, ils ne connaissent pas tous les handicaps. Donc, ils sont sensibilisés effectivement aux différents types de handicap qu'on peut rencontrer. Et donc, ouais, je disais, on a une forte croissance puisqu'on est passé à 20 ETP et 15 salariés en situation de handicap. On peut passer à la slide suivante. Donc, la nouveauté 2024, c'était une ferme pédagogique de 2 hectares. On verra un petit peu ce qu'on a fait en termes d'accessibilité au niveau de cette ferme. Et une grande volière sud-américaine de 1800 mètres carrés, 7 mètres de haut, dans lequel on a une dizaine d'espèces d'oiseaux ainsi que des petits mammifères, ouistiti et agouti notamment. On peut passer à la slide suivante. Alors, on a quelques exemples sur les photos ici d'adaptation du circuit pour la labellisation tourisme handicap. Donc, par exemple, on voit sur la photo la plus à gauche les bancs classiques, mais qui ne sont pas adaptés aux personnes en fauteuil roulant. Et même quand ils veulent aller en bout de table, ça ne va pas forcément. Alors, je sais qu'il y a des modèles qui existent, mais nous, on a mis aussi à disposition sous une tonnelle des tables et on a des bancs qui sont amovibles, ce qui permet effectivement facilement d'installer d'un côté les personnes qui ne sont pas en fauteuil et de l'autre les personnes en fauteuil. Bon, on voit les toilettes handicapées, donc on essaye d'en avoir assez régulièrement. Donc, nous, par exemple, au niveau de nos sanitaires principaux sur l'accueil, on a 10 sanitaires, on a 2 pour personnes en situation de handicap, donc on va souvent dépasser ce qui est demandé. Et au niveau du snack, au lieu de faire juste un toilette, on a fait 2 toilettes qui sont adaptées, donc qui sont plus grands. Mais on a fait ce choix de se dire, on en met un maximum. Et puis sur la photo la plus à droite, je ne sais pas si c'est très visible ou si on peut zoomer, mais au niveau des portes, là c'est l'accès de la volière africaine. Petite chose fait maison, c'est qu'on a des lanières qui sont en corde, qui sont fixées aux portes, qui permettent aux personnes en fauteuil d'ouvrir facilement les portes. Voilà. Donc ça, c'est des petites adaptations qu'on met en place. C'est pas toujours très très compliqué. Bon, voilà, l'audit qui avait été fait par Madame Papin, ça avait été très utile parce qu'on oublie certaines choses. Parfois, on se rend compte qu'on est passé à côté de certaines petites choses, notamment au niveau de handicap visuel ou autre. Donc ça, cet audit, il est utile. Et puis, il ne faut pas oublier les choses. Parfois, par exemple, le fait qu'on ait cette présentation-là, ce week-end, je suis passé sur le parc et je me suis dit, mince, on a oublié de mettre une poignée comme ça au niveau de notre mini-ferme. Alors, les portes n'est pas très difficile à ouvrir malgré tout, mais voilà, il ne faut pas oublier à chaque fois de mettre les poignées adaptées pour les personnes. On peut passer à la slide suivante. Alors là, c'est justement l'accès au niveau de la mini-ferme. Alors là, on a une double problématique sur cette zone. En fait, on est classé zone humide et on a des contraintes au niveau de ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. Donc, on n'a pas le droit d'artificialiser sur les 6 hectares dont on a fait l'acquisition plus de 1000 mètres carrés. Donc déjà, quand vous faites quelques abris, ça va vite. Et une allée gravillonnée, c'est considéré comme une artificialisation. Donc là, la solution qu'on a trouvée, on la voit un petit peu en gros plan sur la slide de droite. Vous voyez comme un espèce de petit tapis plastique, c'est du polyéthylène, et c'est un tapis en fait qui sert à faire du parking d'été. Donc en fait, ça va permettre de stabiliser les sols et ça permet au fauteuil de pouvoir rouler, que ce soit carrossable, mais l'herbe va pousser dedans. Par contre, on doit de temps en temps gratter un petit peu la surface parce que les vers de terre, ils font leur travail, ils vont faire remonter la terre et il faut de temps en temps retirer une petite couche, mais il n'y a pas de... L'eau s'infiltre bien dans les sols. Et ça permet quand même de faciliter l'accès pour des personnes. Alors, c'est pas que les fauteuils roulants, c'est aussi les poussettes, etc. Et même les petits véhicules qui circulent, nous, dans le parc. Donc, voilà un exemple, par exemple, qu'on a trouvé, qui est un compromis entre les obligations qu'on a par rapport aux zones humides et comment dire, cet aménagement, la nécessité, quand on a l'agrément et pour l'accessibilité du site aux personnes en situation de handicap. Et je ne sais plus s'il y avait encore une autre slide après.
Oui, là, c'est au niveau de notre accueil. Bon, bah, la boucle audio, le petit aménagement qui nous a été recommandé pour le fauteuil, donc la slide du milieu pour pouvoir faire un chèque ou autre, on peut rentrer dans le petit espace. Alors initialement, on avait juste un petit, comment dire, une petite tablette qui pouvait se baisser, mais ça a évolué avec des choses un petit peu plus confortables. Donc, bon, là, l'accès des personnes en fauteuil, il se fait de ce côté-ci maintenant et plus de l'autre côté avec juste la petite tablette. Et puis également dans les équipements qu'on met à disposition des visiteurs, gracieusement, bon, on fournit des poussettes et des fauteuils roulants. Alors c'est sur réservation parce qu'on n'en a que deux. Et donc si les personnes souhaitent un fauteuil, ils doivent appeler pour le réserver. Et donc, bon, voilà, à l'échelle de notre petit parc, c'est régulièrement demandé, mais c'est un petit plus pour la clientèle d'avoir ces équipements, qu'il s'agisse de poussettes qui parfois sont oubliées par les clients ou de fauteuils, parce qu'effectivement, vous avez des personnes âgées qui parfois faire 2 km, 2 km et demi de parcours, ils font la première boucle et après, le fait d'avoir un fauteuil, c'est un plus. Et je crois que c'est la dernière slide, je ne sais plus s'il en reste une. Non, voilà, là c'est la dernière, donc c'est la passerelle avec les chasse-roues en blanc sur le bord, voilà, qui font une petite retenue et des pentes très douces pour pouvoir accéder à la boutique ou au sanitaire, etc. Voilà, donc je me propose maintenant de répondre à vos questions si vous en avez. Et puisque vous n'avez pas évoqué, Emmanuel, il y avait eu un travail sur le Falc, sur une application. Je ne sais pas si vous l'avez encore, mais on avait travaillé sur une géolocalisation des animaux et les textes ont simplifié par l'application Easy Travel. Oui, oui. Alors, on avait fait ça effectivement avec une alternante qui nécessite d'être mis en place. Donc, il est plus en place actuellement. C'est pour ça que je l'ai pas Mm. évoqué, parce qu'en fait, ça a évolué. Mais en fait, ce qu'on va faire, on a conservé bien sûr ces textes. Déjà sur notre site internet, on a les informations sur les animaux, mais en falque. Et en fait, on est en train de refaire tous les panneaux pédagogiques. On intégrera en fait un QR code qui renverra sur notre site web et sur lequel en fait il y aura des éléments accessibles ou en falque ou dans différentes langues. Donc en fait, on est en train de le faire évoluer. J'en ai pas parlé là parce que c'est en cours d'évolution. Et initialement, on avait même fait un audio guide aussi qui était en MP3 à l'époque. Donc ça fait très longtemps. Et dans les petites choses qu'on a fait à l'occasion, mais qu'on ne fait pas systématiquement, on accueille des groupes, par exemple, des associations de personnes malvoyantes pour lesquelles on fait des visites guidées tactiles où on a des petites animations, où ils vont pouvoir découvrir aussi certains animaux par le toucher, où on a fait aussi par le passé parfois des visites guidées en langage des signes ou ce genre de choses. Mais c'est des choses qu'on fait très occasionnellement. On ne va pas en faire une grosse promotion parce que c'est à l'occasion. Voilà, ce n'est pas des choses qu'on a tout le temps d'accessible ou de disponible. Ok. Du coup, si des personnes ont des questions, puisqu'Emmanuel va nous quitter pour les soins animaliers, pour le coup, donc si certains vous avez des questions sur l'aménagement de Spécifique Zoo, qui effectivement a deux entités hein, labellisées, à la fois le parc et Zoo Défi, hein, qui sont deux structures qui peuvent se faire ensemble, mais aussi séparément. Voilà, donc, on a sur ce parc deux structures labellisées voilà, à leur échelle. Hop, je regarde s'il y a des questions. N'hésitez pas hein, sur le chat ou aussi à prendre la parole. Donc là, c'est vrai que la difficulté qu'on avait eue avec le parc, c'était de pouvoir, voilà, on est sur un espace naturel, hein, donc avec des contraintes qui sont que, voilà, on ne peut pas tout bétonner et en même temps, c'est heureusement. Mais voilà, donc ça, c'était une des grosses problématiques qu'on avait. Apparemment, pas de questions. Très bien. Alors, sinon, je vais rajouter quelques petits éléments par rapport aux travailleurs en situation de handicap. Donc, on a régulièrement des personnes qui intègrent d'autres structures. N'hésitez pas à revenir vers nous, puisqu'on forme aussi des jeunes. Et ces jeunes, certains peuvent aller travailler dans d'autres structures. Donc là, par exemple, on a un jeune qu'on a eu en CDD tremplin, qui a fait une formation professionnalisante de soigneur animalier, qui va intégrer maintenant le zoo de la Martinique
et il y a des dispositifs pour intégrer justement les personnes en situation de handicap. Donc voilà, les personnes qui sont dans le secteur du tourisme et qui souhaitent recruter des salariés ayant une reconnaissance travailleur handicapé, ne pas hésiter à venir vers nous, puisque nous, selon les profils, on a des personnes qui restent au sein de l'entreprise, mais d'autres qui souhaitent aussi bouger, et on est à votre disposition. Et après, il y a des associations que vous pouvez contacter, comme l'Union nationale des entreprises adaptées. Si vous souhaitez vous ouvrir au niveau des salariés en situation de handicap, c'est une grande richesse, effectivement, d'avoir une équipe mixte qui comprend aussi les personnes en situation de handicap. Je regarde s'il y a des questions entre-temps, mais apparemment, non, tout a été apparemment clair. Bon, très clair, c'est parfait. Ce ce que je vous propose, c'est que maintenant on passe donc sur la deuxième intervention, donc avec Thomas et Sabine, donc du Grand Parc du Puy du Fou, qu'on présente plus, mais je vais laisser aussi Thomas et Sabine le présenter en fait tout ce qu'ils font pour le handicap sur le parc et pas que sur le parc, puisque en tout cas la labellisation comporte le Grand Parc, la Cinécénie, le Théâtre Molière actuellement et les hôtels. Voilà, on fait tout le tout. Je vous laisse la parole du coup Thomas et Sabine. Ça marche. Bon, bah, merci Emmanuel pour la présentation juste avant sur votre site. Pour le Puy du Fou, nous, on a axé la présentation un peu plus sur le service qu'on donne aux personnes en situation de handicap. Donc, on a plusieurs choses évidemment à leur proposer pour optimiser leur visite. Donc, tout à l'heure, Sophie, vous parliez de la difficulté dans l'introduction à reconnaître ces visiteurs en situation de handicap, hein. On a vu le chiffre, 80% sont des handicaps invisibles. Donc c'est plus difficile pour nos équipes en fait de les reconnaître, et on a vécu dans le passé bah, la carte, la CMI là, qu'ils présentaient à chaque entrée de spectacle pour justifier leur handicap quand évidemment ce n'était pas visible. Et on voyait que c'était quelque chose qui était contraignant pour ces visiteurs-là, parce que tous les jours, en fait, j'imagine, dans leur quotidien, ils doivent tout le temps se justifier. Donc nous, on a créé donc ce qu'on appelle le pass accessibilité. Donc on voit qu'il en existe 4 sur l'image à droite. Ce qui va nous intéresser, ça va vraiment être le premier en haut à gauche. C'est celui qu'on délivre sur un justificatif, donc comme une carte CMI par exemple. Donc le but évidemment, c'est de faciliter l'accès aux tribunes sur nos principaux spectacles. Donc il y a un nombre d'accompagnateurs qui est indiqué. Donc le soleil, c'est pour la journée, et puis le spectacle nocturne avec la lune, c'est pour le soir. Ce nombre d'accompagnateurs, il va varier parce qu'on n'a pas tout à fait assez de place pour accueillir tous les visiteurs en situation de handicap le soir sur les noces de feu. Avec leurs accompagnants. La tribune étant assez réduite et l'affluence est assez énorme, donc on peut garantir qu'un accompagnateur le soir. Par contre, le reste de la journée, on va monter jusqu'à 6 accompagnants. Euh, donc jusqu'à 6 accompagnants. Pour nous, c'était évidemment important de ne pas séparer les familles, hein. C'est un parc qui se vit bah, avec les proches avec qui on vient. Intérêt nul de séparer nos visiteurs et qui se retrouvent à la fin du spectacle pour parler de ce qu'ils viennent de voir. Donc on ne sépare, on essaye au maximum de ne pas séparer les gens et qu'ils puissent prendre les coups de fil justement ensemble, donc jusqu'à 6 accompagnateurs. On a également le pass accessibilité pour donc celui qui est à droite, ça va être sur justificatif. Donc là, c'est le handicap temporaire, hein. Je me suis cassé la jambe avant de venir au Puy du Fou. Et bien, on va pouvoir délivrer ce pass-là. Les autres passes ont un peu moins d'accompagnateurs autorisés. On redescend à 4. Voilà, on redescend à 4. On a le pass accessibilité pour les femmes enceintes. Donc tous les parcs ne le font pas. Nous, puis du coup, on a pris la décision de le garder, pour le moment, de le maintenir. C'est pas agréable pour une femme enceinte d'être dans une file d'attente avec une forte compression des fois, avec d'autres visiteurs
un peu partout. Voilà, c'est pas forcément tout le temps évident à vivre. Et puis, on a le pass accessibilité qu'on délivre aux personnes qui vont louer un fauteuil manuel ou électrique, donc qui vont utiliser ce service-là au Puy du Fou. On laisse ce pass accessibilité. Voilà, ce sont des gens qui ne tiendront pas toute la journée. Donc, on pense aux personnes âgées, hein, évidemment. Les personnes âgées n'ont pas toutes des cartes de situation de handicap. Néanmoins, bah, voilà, avec l'âge, c'est pas forcément évident de tenir toute une journée au rythme d'un parc à thème comme le nôtre. Le parc est assez grand, donc il faut quand même beaucoup marcher ou rester en position debout statique. Donc c'est pas forcément le plus simple. Donc voilà, on délivre ce pass si les gens louent un fauteuil électrique ou manuel. Donc voilà, ce pass, en tout cas, il avait cet objectif-là de ne pas, enfin, d'empêcher les visiteurs de justifier en permanence sur toutes nos entrées de spectacle et surtout aussi de faciliter le travail de nos équipes qui, en 30 minutes, hein, je rappelle, on peut remplir des tribunes entre 3000 et 6000 jusqu'à 6000 places, hein, en 30 minutes. Donc c'est un flux qui est quand même assez conséquent et il faut pouvoir identifier tous les types de visiteurs puisqu'on a aussi un type de pass qui est le pass émotion où les coups de fil sont à peu près similaires, hein, les gens passent par ces mêmes entrées. Et donc, il faut pouvoir identifier voilà, tous ces visiteurs-là qui ont le droit d'accéder à ces coups de fil. Et donc là, c'est pas mal. On a un petit QR code également sur ces passes qui nous permet du coup de les scanner et puis de comptabiliser quand le système veut bien fonctionner, évidemment. Ce qui n'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui, il est encore en cours de stabilisation. Mais quand il marchera, on aura des données plus exactes en fait sur quel type de visiteurs on a. Donc on n'a pas forcément fait en fonction des handicaps. Ça, c'est un seul et même pass, mais au moins on saura voilà, combien on délivre de passes pour des personnes femmes enceintes, pour des personnes en situation de handicap, pour des situations de handicap temporaire et des fauteuils que l'on peut louer. Pour aider nos visiteurs également à s'organiser tout au long de la journée, on a deux guides. En fait, on a le guide visiteur simple sur lequel on va récapituler un petit peu toutes les informations importantes pour organiser sa journée au Puy du Fou. Donc, sur ce guide visiteur, on va retrouver des horaires, les horaires de nos spectacles, etc. Et puis, on a créé il y a quelques années le guide accessibilité qui permet plusieurs choses finalement. Donc, de se repérer, on a mis le plan du parc pour indiquer les chemins qui étaient accessibles. On explique le fonctionnement de notre audio-description, j'y viendrai juste après pour pouvoir suivre les spectacles. Les informations sur les accès faciles, sur les accès de nos spectacles. Donc là, on détaille un petit peu plus comment trouver finalement l'accès pile, on va dire, à l'entrée d'un spectacle, parce que tous nos sites ne sont pas forcément faits de la même manière. On informe également sur les accès des villages qui sont des villages thématisés, historiques. Donc on va retrouver par exemple Font-Romeu, qui est une cité médiévale de l'époque. Et la difficulté que l'on a sur le Puy du Fou, par rapport notamment au zoo que Emmanuel nous présentait, eh bien, c'est que le site, il n'est pas forcément plat. On est un petit peu sur une colline et donc les accès sont pas forcément simples. Notamment donc ceux des villages comme le Font-Romeu ou Chasseloup où voilà c'est un peu thématisé et donc forcément à l'époque il n'y avait pas forcément d'accessibilité voilà, au Moyen-Âge, etc. Donc, il y a un petit peu des escaliers et des côtes qui ne respectent pas les pentes accessibles. Et puis, on informe également sur l'accessibilité à la Cinécénie, le deuxième spectacle nocturne qui a lieu seulement les vendredis et samedis soirs, de juin à septembre. Et puis, on a également tous les sanitaires qui sont répertoriés dessus en fonction de la barre de transfert, si elle est plutôt à droite ou à gauche, et si sur ces points-là, on a bien des sanitaires accessibles. J'avais mis, Sophie, si vous voulez, cliquer sur 2025, pardon. Vous pouvez juste revenir derrière, cliquer sur 2025 et ça vous envoie, normalement, ça va vous envoyer sur le guide accessibilité 2025. Donc, je sais pas si vous pouvez le faire, si vous pouvez pas le faire, c'est pas très grave, Hop, c'est en cours. Là, j'ai mis. pas de souci. Hop, Simplement pour montrer très rapidement à quoi ça ressemble. hop, je vais du coup. Donc, il y a également beaucoup d'informations sur ce guide-là. Et avec Sabine, nous sommes en train de travailler sur un projet pour falquer un petit peu tous nos documents, que ce soit le guide visiteur ou le guide accessibilité, pour rendre ces guides-là plus faciles à la compréhension. Hop, je le partage. Hop, voilà. Normalement, le plan, voilà, il est arrivé. Je ne sais pas si vous le voyez.
Ou peut-être pas Non, encore. Pas du tout. la présentation. Pas du tout. C'est encore sur la Voilà, présentation? Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. voilà. Donc comme je l'expliquais, donc c'est le plan du parc avec on retrouve tous les numéros de spectacle. Donc il y a encore beaucoup d'informations sur ce plan-là, mais on va retrouver donc les tracés en rouge, donc des chemins qui vont être déconseillés aux personnes en situation de handicap vu que c'est des pentes qui sont très raides. Et puis on va retrouver en bleu les itinéraires qui sont conseillés pour les personnes en situation de handicap. Et puis toute la série des petits fanions qui représentent un petit peu les sanitaires là sur le parc, avec barre de transfert pardon, à gauche ou à droite. Et puis on retrouve à droite donc les accès au spectacle où on vient décrire un petit peu plus comment les trouver. Le de description avec le QR code. Et puis si vous descendez, normalement, Sophie, voilà, il y a plein d'autres informations. Vous voyez, donc il est quand même très fourni. Donc voilà, l'intérêt de Falquet aussi ce document pour le rendre accessible à un plus grand nombre. Voilà, voilà. Hop, et je vais repasser sur l'autre document. Hop. Moi, j'ajouterais juste une petite précision. Il faut savoir que chaque année aussi, avec nos équipes en interne, on travaille sur les chemins et chaque année, il y en a plusieurs qui sont revus justement pour les rendre accessibles parce que quand le parc s'est construit, effectivement, l'accessibilité était moins prise en compte. Il faut savoir quand même qu'on n'est pas loin des 50 ans, donc voilà. Et donc, chaque année, on revoit aussi tous ces cheminements et toutes ces pentes de chemin pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Et puis on est au troisième, quatrième renouvellement. Je me souviens jamais en fait. On doit être au troisième, je Ouais, crois. troisième. Ouais, troisième. Donc voilà, ça fait un petit bout de temps que vous êtes sur Tourisme Handicap. Alors là, je sais pas si mon PowerPoint est revenu ou pas. Oui, 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 très c'est bon. bien. Ouais. Ok. Hop. Donc on a également un guide à destination des personnes sourdes et malentendantes. Donc c'est tout simplement un livre un petit livret qui voilà on va détailler en fait le spectacle avec évidemment quelques images et un peu de texte en fait qui va retranscrire un petit peu voilà tout ce qui peut être dit pendant le spectacle. C'était un petit peu la version qu'on avait dans le passé. On va continuer à l'utiliser parce que tout le monde n'a pas forcément un smartphone pour se connecter à l'application et utiliser les services de l'application. Euh, on a maintenant sur l'application donc l'audio description. Et c'est pas vraiment l'audio description que je voulais parler, c'était le sous-titrage. Voilà, le sous-titrage de nos spectacles qui permettent en fait tout simplement à ce type de handicap de quand même suivre le spectacle et de le comprendre. Évidemment, bah, ça, c'est quelque chose qui doit être fait par tous les ERP, hein, c'est le registre public d'accessibilité. Donc, l'objectif, eh bien, c'est d'informer les différents publics sur le degré d'accessibilité et les prestations proposées. Donc, voilà, il doit être disponible à notre point d'accueil, ce registre qu'on essaye de mettre chaque année à jour. On va retrouver plusieurs informations à l'intérieur, hein, plutôt les informations qui vont être sur l'ADAPT, donc où est-ce qu'on en est dans l'ADAPT, s'il est terminé ou s'il nous reste quelques points encore à lever. Les informations sur les prestations qu'on va proposer, donc on vous en parlera un petit peu plus tard. Toutes nos modalités de maintenance des équipements d'accessibilité, hein, type les ascenseurs, hein, voilà. Les attestations de formation du personnel. Donc chaque ERP, eh bien, quand on accueille plus de 200 visiteurs, eh bien, on doit former nos talents qui sont au contact du public à une formation qui s'appelle Bien accueillir les personnes en situation de handicap. C'est une formation de 7 heures, il me semble, en tout cas en présentiel avec un formateur agréé. Donc voilà, chaque année, on forme comme ça nos talents. Évidemment, en plus, ce sont des talents qui, nous, on a, enfin, notre taux de renouvellement, il est quand même assez élevé, mais on a quand même un turnover qui est important dans nos saisonniers. Donc chaque année, on est obligé de reformer des nouveaux sur cette formation. Et on voit aussi les différentes dérogations qu'on peut avoir, notamment je pense aux monuments qui sont classés un peu historiques, sur lesquels on ne peut pas forcément apporter d'aménagement spécifique. Je pense à la Renaissance Château, donc le château qui est classé. Les attestations et notices d'accessibilité, donc là évidemment c'est tout ce que nous délivre, on travaille beaucoup avec la PAV, donc
C'est toutes les attestations que la PAV nous délivre pour attester de l'accessibilité de nos établissements. Donc là, un petit focus sur ce qu'on retrouve dans l'application. Donc on va retrouver des services de traduction, d'audio-description et de sous-titrage, comme je vous expliquais tout à l'heure. Au Puy du Fou, on a deux systèmes de spectacles, hein. Finalement, on va avoir les spectacles en tribune, c'est-à-dire je m'assois, je regarde un spectacle et puis je repars. Et puis on a aussi des spectacles immersifs sur lesquels ça va être des spectacles où on va déambuler à l'intérieur, on va être au cœur du spectacle. Et donc là, les systèmes sont un petit peu différents. En tout cas, notre audio-description fonctionne, la traduction fonctionne, mais on n'est pas encore à 100% de praticité parce qu'en fait, le visiteur se déplace et en fait, au moment où il rentre dans une nouvelle salle, on a des points de son en fait tout le long et en fait, ça doit se connecter normalement à la nouvelle salle pour envoyer la nouvelle description, par exemple. Si on parle de l'audio-description, et c'est pas forcément quelque chose qui marche à 100% encore, donc on doit encore travailler dessus pour que ça fonctionne. Mais en tout cas, voilà, l'idée est là et voilà. Et puis après, on propose différents services, évidemment. Donc, comme je vous parlais, la location des fauteuils ou des scooters électriques. Évidemment, que l'on accueille les chiens guides pour nos visiteurs qui en ont besoin. D'ailleurs, à ce sujet-là, on retrouve de plus en plus de chiens qui accompagnent des visiteurs pour des raisons émotionnelles. Voilà, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a encore 4 ans. Et là, on en voit vraiment de plus en plus. On est confronté à ça avec des justificatifs que les visiteurs nous délivrent, mais on n'est pas tout le temps sûr de la véracité non plus. Ça aussi, c'est une vraie difficulté de savoir si c'est, on va dire, pour de bonnes raisons ou pour juste parce ils arrivent à filouter sur ce point-là. Et puis, on a des boucles magnétiques évidemment sur tous nos points d'accueil. Notre plateforme de réservation, donc on fonctionne avec ACO, ou Akeo, je sais pas comment le prononcer, ça va être ACO, je pense, pour que les personnes sourdes et malentendantes puissent réserver un séjour via notre numéro dédié. Et puis, on a une colle porteuse aussi, donc on le voyait tout à l'heure sur le guide d'accessibilité qui permet de transporter donc, l'ensemble de nos visiteurs, hein. Elle n'est pas réservée que aux personnes en situation de handicap. En tout cas, voilà, ces gens-là sont prioritaires pour la prendre et ça permet de moins marcher et de pouvoir être transporté de gare en gare pour aller dans de nouvelles zones. Et je crois qu'après, oui, hop, ça c'est le travail d'Anaël après. Hop, du coup. Ok. Et moi, je voulais juste ajouter un petit mot sur toute la politique, évidemment, d'inclusion au sein du Puy du Fou, du côté talent, donc recrutement. On a une personne qui est dédiée à ça vraiment tout au long de l'année. On essaye d'adapter le plus possible, malgré des métiers aussi qui sont un peu compliqués. Typiquement, quand on est en spectacle et qu'on est cascadeur, on a des handicaps qu'on ne peut malheureusement pas adapter, mais on essaye au maximum. Par exemple, il y a quelques années, on a une jeune fille qui avait déclaré une sclérose en plaques et qui était actrice au Viking. Et donc, on a tout réadapté son quotidien, tous les horaires de présence, la pénibilité du travail, etc. Donc, on a une vraie politique d'inclusion. Et puis aussi, je voulais faire un petit focus sur le théâtre Molière dont vous parliez, Sophie, tout à l'heure, qui est notre centre de congrès et qui est certifié ISO 20121. Et donc, c'est pour ça qu'on fait un focus aussi dans le cadre du label sur cette activité pour le rendre accessible et pour être toujours dans l'amélioration continue. Donc, voilà, ça, c'était un peu la nouveauté sur le label cette année aussi. Et puis on avait la Cinécénie également qui fait partie aussi des sites labellisés. Voilà. Donc c'est vrai que nous, Oui, et on est en ouais, plus en de ça, plus. la Cinécénie est portée par des bénévoles, donc forcément l'approche est similaire à celle qu'on a sur le parc, évidemment, mais on a d'autres personnes qui s'occupent des personnes en situation de handicap, et donc on a tout un autre travail à faire avec des bénévoles qui sont là dans le cadre de la Cinécénie. Et c'est possible de revoir les hectares, parce que c'est vrai que moi je me suis arrêtée il y a longtemps. Le nombre d'hectares du parc en tout,
tout compris, on va être avec la zone hôtelière, etc., on va être sur un peu plus de 200 hectares. Ouais. C'est quand même pas négligeable, hein, 200 hectares à mettre en conformité, c'est pas, voilà. C'est pas une mince affaire. Donc, c'est vrai Non, c'est que vaste. ouais, c'est assez vaste. Et nous, on a fait l'évaluation avec Anaël l'année dernière et on a audité 48 toilettes. Juste pour. Oui, on a Voilà, beaucoup de toilettes. voilà, ça paraît anodin, mais c'est voilà, on n'a pas retenu que ça, hein, de l'évaluation, mais c'est vrai que les toilettes, on a passé un certain nombre de temps à les décortiquer pour savoir qui était qui. Voilà, donc c'est vrai que c'était pas, ça a été assez la partie la plus comique. Et du coup, il y avait une question sur ACO. Donc, je ne sais pas si Thomas et Sabine, vous savez répondre à la question sur comment ça fonctionne, ou est-ce que vous voulez que je prenne la main là-dessus? Alors écoutez, Moi, je connais pas. si vous avez la réponse, Sophie, je veux bien, parce que j'étais en train de me diriger sur le site internet d'ACO pour voir comment ça marchait précisément, parce que je pense ne pas être capable de l'expliquer de la bonne manière, là. En fait, ACO, c'est une plateforme en fait qui permet, lorsque l'on appelle en fait le Grand Parc où ça fonctionne aussi, on l'a beaucoup en office de tourisme. On est dirigé en fait vers une plateforme avec des interprètes en langue des signes et en fait l'appel se fait à 3 voix, c'est-à-dire que la personne qui est sourde ou malentendante va en fait appeler directement sa plateforme ACO et c'est l'interprète qui appelle ensuite le Puy du Fou. Donc en fait l'interprète va juste faire en tout cas la liaison entre la personne qui va signer devant son écran, demander les informations et l'interprète donne l'information au Grand Parc et ensuite retransmet l'information à la personne qui est sourde. Voilà. Donc c'est en fait une plateforme de mise en relation entre les personnes qui sont sourdes. Donc c'est pas la personne sourde qui appelle, c'est l'interprète qui va appeler directement le Grand Parc pour avoir les informations. Donc ça, c'est un système qui fonctionne, on l'a dans plusieurs parcs à thème et dans des gros offices de tourisme, qui permet effectivement de faciliter la prise de contact pour les personnes qui sont sourdes ou malentendantes. Ok. Merci. Donc, pas de quoi, je suis là aussi pour ça. Donc voilà, donc ça, c'est vrai que c'est une vraie problématique qu'on a aussi, hein, c'est l'accès. Voilà, on l'a vu, hein, 5 millions de personnes sont concernées, en tout cas par le handicap auditif, et que bah voilà, effectivement, que ce soit alors le Grand Parc est très, en tout cas sonore. Bon, visuel aussi, mais sonore. Donc c'est vrai que c'est aussi important de pouvoir avoir à la fois l'avant, c'est-à-dire comment je peux réserver, le pendant avec tout l'audio description et les textes Falc. Parce que je rappelle, le facile à lire et à comprendre sert à la fois pour le handicap mental, pour les personnes étrangères, pour les enfants, puisque ça sert essentiellement aussi beaucoup sur les sites sur lesquels on le met en place. On se rend compte que beaucoup de familles l'utilisent pour pouvoir parler plus facilement des spectacles ou sur les musées, hein, pour détailler des œuvres. Et puis pour le handicap mental et psychique. Donc voilà, on a en fait sur le Falc une grosse palette d'utilisation. Et c'est vrai que sur les sites, hein, les parcs, les sites touristiques, hein, la grande difficulté qu'on a et ça va être aussi le propos qu'Anaël va tenir puisque c'est son mémoire de stage de l'année dernière, c'était aussi la difficulté de rendre accessibles les sites que l'on a en gardant l'âme en fait parce que c'est vrai que la question s'est aussi posée, voilà, c'était le sujet de son mémoire sur le Puy du Fou, sur la thématisation des espaces et l'accessibilité, parce que voilà, c'est aussi une grosse problématique. Et ce que n'a pas dit non plus Thomas et Sabine, c'est que le parc est engagé dans une démarche RSE aussi depuis un petit Oui. bout de temps. Voilà. Ça coule de source, mais c'est Oui, vrai oui, oui, que oui, voilà. c'est vrai que bah oui, on le dit tout le temps, mais oui, effectivement, on est labellisé Green Globe et divertissement durable. On a pas mal de labels dans plusieurs domaines et on les renouvelle plus régulièrement pour le coup parce que ça va être tous les 2 ans. Mais oui, oui, on est effectivement très actif dans les démarches RSE. Moi, en tant que référente RSE, je vous avoue que je ne chope pas. Il y a plein de sujets différents et donc on essaye d'être le plus productif possible. Ok, merci. Et puis juste l'accessibilité, ça sert vraiment à tout le monde. Alors pour la petite anecdote, il y a 3 ans, bon alors je viens tous les ans au Puy du Fou, donc c'est pas la meilleure, voilà. Mais il y a 3 ans, mon fils décide de shooter dans un ballon à l'école une semaine avant de venir au Grand Parc et s'est cassé le dessus du pied. Donc là, grosse catastrophe en se disant mais qu'est-ce que je vais faire avec cet enfant? Donc il y avait 2 solutions, soit l'abandonner,
J'ai hésité, ou soit venir avec lui et son fauteuil. Donc, on est venu effectivement avec lui et son fauteuil, ce qui a quand même permis de voir que l'ensemble du parc était complètement accessible. Effectivement, sauf la cité médiévale où on a un petit peu galéré voilà. Mais ça faisait partie aussi du jeu. Mais voilà, c'était un test grandeur nature juste un an avant le renouvellement tourisme et handicap. C'était un bon exercice. Mais voilà, c'est la question de se dire, on a quand même pu l'emmener avec nous ce jour-là. Mais voilà, bon, l'autre solution a été envisageable aussi, mais bon, j'ai préféré le garder avec moi. Est-ce qu'il y a des questions sur, sur le Grand Parc, ou voilà, on y Moi, reviendra? Oui. j'ai vu, Sophie, qu'il y avait une personne qui avait mis une question dans le chat Ah oui. concernant si on arrivait à quantifier ou pas le nombre de personnes en situation de handicap qui venaient. Donc, sur les 3 millions pratiquement que l'on fait chaque saison, pour l'année 2024, on aurait délivré à peu près 30 000 passes accessibilité. Attention, on n'a pas encore le chiffre réel avec Sabine là, du nombre de personnes qui ont acheté un ticket avec le tarif pour une personne en situation de handicap, ce qui nous permettrait là, vraiment d'avoir le vrai chiffre, mais là on ne l'a pas. Si on se focus sur le chiffre des Pass Access, donc c'est à peu près 30 000, mais ce n'est pas tous nos visiteurs en situation de handicap qui demandent de Pass Accessibilité, il n'est pas obligatoire. Nous on propose ce service, maintenant les visiteurs l'acceptent ou non. Donc on pense qu'il y en a quand même pas mal qui passent à la trappe et qui ne prennent pas forcément le pass accessibilité. Donc ça, le chiffre doit être un peu plus important en réalité, mais on attend de connaître le chiffre avec Sabine là. On attend nos collègues qui travaillent dans les bureaux côté données, côté data pour récupérer ces chiffres. Et ce qui est important aussi, alors l'exemple du parc est aussi important parce qu'on a labellisé énormément de structures d'hébergement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, moi j'ai à peu près, on a une quinzaine de gîtes, et là j'en ai d'autres là qui vont rentrer au cours de cette année, qui sont tourisme et handicap par le besoin, en tout cas des visiteurs, on a les hôtels qui ont des chambres à accessibilité aussi, mais qui ne permettent pas en tout cas d'absorber l'ensemble des visiteurs en situation de handicap. C'est vrai qu'on a une vraie économie, en tout cas accessible, qui s'est développée autour du parc. Donc ça, c'est important. Et l'Office de tourisme local des Herbiers projette aussi de faire plus d'accessibilité, en tout cas dans les autres sites touristiques autour. Donc voilà, on a vraiment en fait une économie qui est en cours grâce à, on va dire, au parc, en tout cas, grâce à cette accessibilité, ça fait naître de nouveaux projets touristiques accessibles. Et la communauté, la Comcom, en fait, souhaite, dans un futur plus lointain, en tout cas, pourquoi pas aller vers des labels comme Famille Plus, donc sur l'accessibilité famille, mais aussi sur l'accessibilité destination pour tous, qui va valoriser en tout cas la destination comme une destination accessible. Donc voilà. Donc, c'est aussi important de remettre en contexte que les sites ne fonctionnent pas en vase clos. C'est-à-dire que quand on met en conformité un site, eh bien, on peut aussi développer une économie autour accessible. Et donc ça, c'est aussi important. Je vois qu'il y a une petite question aussi. Non, c'est une réaction. Non, c'est une Une réaction. réaction. Ok. Je vais laisser Anaëlle faire sa petite présentation et puis on reviendra effectivement sur les questions après si besoin. Très bien, merci. Merci Thomas et Sabine. Donc, bonjour à tous, je me présente, donc je suis Anaëlle Ettard, actuellement en dernière année de Master Tourisme, parcours ingénierie touristique et culturelle au sein de l'Université Le Havre-Normandie. Et donc dans le cadre de ma première année de Master, donc l'année dernière, j'ai réalisé un mémoire de recherche de mon stage long, qui était donc sur la mise en accessibilité des parcs à thème, et j'avais donc pris le cas du Puy du Fou. Donc, si tu veux bien passer, Sophie. Et j'avais comme problématique ça va, ok. La mise en activité des parcs à thème crée-t-elle l'expérience des visiteurs en situation de handicap tout en respectant cette thématisation? Donc, c'est un mémoire qui a rencontré pas mal de bons points, puisque j'ai même pu en échanger avec Thomas l'année dernière et Mathieu Nolin également, où j'avais pu présenter mon mémoire, mais je vais pouvoir vous contextualiser un petit peu comment j'en suis arrivée là.
Donc, introduction et contexte. Donc, pourquoi les parcs à thème? Donc, arrivant en première année de master, il n'y avait pas cette opportunité d'alternance. Donc, il fallait réaliser un stage long. Et donc, avec Sophie, je suis partie en stage avec elle. Donc, au fil de nos échanges, Sophie m'a présenté que pendant mon stage, j'allais avoir l'opportunité de participer à la commission tourisme handicap au sein du parc du Puy-du-Fou. Donc, je me suis un petit peu renseignée sur le sujet, comment marchait le tourisme handicap, comment marchait le Puy-du-Fou. Et je me suis dit comment je peux allier mémoire de recherche et expérience professionnelle. Et là, je me suis rendu compte que la mise en activité des parcs à thème était un vrai sujet. Tout d'abord parce que les parcs à thème ou même les sites touristiques de manière générale, c'est quand même des endroits qui sont immersifs et pour certains scénarisés. Donc avec aussi pas mal de contraintes techniques et de flux importants en fonction de la saison. Ce qu'expliquait Thomas tout à l'heure, c'est qu'en 30 minutes, on peut remplir des milliers de places. Donc il faut être assez actif. Mais c'est aussi un creux universitaire, puisque quand j'ai commencé mes recherches, j'ai vu qu'il y avait très très peu de ressources scientifiques ou non sur le sujet. Donc, je suis très heureuse aussi de vous dire que je fais partie des premières à avoir écrit sur ce sujet. Et d'autre part, j'avais déjà une sensibilité de base pour les marques et les labels, puisque avant, dans mes précédentes études dans le tourisme, j'avais aussi été sur Destination d'Excellence, donc j'avais déjà vu un peu comment s'articulaient les marques et les labels. Et la volonté de mon mémoire, c'était vraiment de créer un vrai lien entre tourisme et handicap. Et donc, du coup, grâce à ça, j'ai eu un stage à forte possibilité pour ce mémoire. Donc, cette problématique que j'ai remise juste ici, elle a permis de couvrir plusieurs interrogations, notamment les aspects techniques de l'accessibilité, donc avec la mise en parallèle de la loi, des réformes, de ce qu'il faut avoir, l'influence de l'expérience globale des visiteurs, donc là, on sera plus sur le site touristique, en particulier quand même ceux en situation de handicap, un équilibre entre confort d'usage et immersion. Donc, le but, c'était, voilà, on a les critères, voilà ce qu'on a en théorie, mais comment ça se passe pour la pratique, comment on les applique, comment on les adapte, ces critères. Et donc, le but, c'était quand même de concilier expérience inclusive et intégrité. Et là, dans mon cas, le parc du Puy-du-Fou, dans ma recherche. Donc, qui dit mémoire de recherche dit quand même méthodologie, puisqu'on est dans un cadre de recherche et un cadre universitaire. Et donc, cette approche, elle s'est faite en 2 temps, avec tout d'abord une analyse documentaire, mais aussi le terrain. Donc, ma participation à l'audit tourisme handicap il y a bientôt 1 an, qui était court en mai. Et j'ai réalisé également un questionnaire anonyme en parallèle avec Google Forms à destination des personnes en situation de handicap ainsi que leurs accompagnants. Donc, comment j'ai accédé à ce public? Donc, avec Thomas, on s'est un peu croisés, mais j'avais des deadlines assez courtes puisqu'on reste dans un cadre universitaire. Donc, je suis principalement passée par les réseaux sociaux avec des pages Facebook, mais aussi via les associations. La saisonnalité a fait aussi que les associations étaient un petit peu moins disponibles. Donc, la majorité de mes enquêtés viennent quand même des réseaux sociaux. Donc, j'ai récolté 14 réponses. 14 réponses, vous vous doutez bien que ce n'est pas l'intégralité des personnes en situation de handicap qui viennent chaque année au Puy-du-Fou. Cependant, il y a eu quand même de réels témoignages qui ont permis quand même de mettre le doigt ou du moins d'avoir un focus un peu plus précis sur certains aspects de l'accessibilité du parc. Donc, mes apports et mes limites de cette recherche, c'est que j'ai eu des résultats authentiques et personnels. C'est-à-dire que les personnes qui ont répondu ont vraiment eu une volonté de partage et d'expliquer ce qu'ils ont vécu, quelles ont été leurs expériences, parfois très bonnes, parfois certains étaient un petit peu mitigés, mais dans l'ensemble, les gens étaient vraiment très satisfaits de l'accessibilité du parc. Faut dire qu'il y a quand même pas mal, comme vous l'avez présenté, il y a quand même pas mal de très bonnes choses qui ont été mises en place. Donc, ça a permis quand même de différencier l'aspect technique et réel des mises en place que j'avais pu présenter. On avait pu échanger avec Thomas et Mathieu sur le sujet pour pouvoir discuter un peu de ce qu'on avait pu recevoir comme témoignage. Et que l'accueil, ça a été l'un des plus gros points positifs et l'ambiance sur le parc. Et après, il y avait des points qui avaient été discutables par des personnes qui avaient du mal à s'orienter avec la signalétique qui avait été revue après en point en commission. Donc, qu'est-ce que révèle finalement cette observation dans ma recherche? Ce
Ce que j'ai observé, c'est qu'il y a une volonté d'intégration très logique du parc du Puy du Fou, mais aussi de manière générale, comme nous l'a expliqué par exemple Emmanuel, qui fait partie du cœur de son organisation. C'est vraiment son objectif, c'est la mise en accessibilité. C'est qu'il y a une attention qui est portée à la qualité de l'expérience pour tous. Donc, il y a vraiment une intégration du handicap dans le cadre de notre parc au sein de ses spectacles, de son accueil, de ses hébergements, que de très nombreux dispositifs ont été mis en place pour l'accessibilité et qui continuent aujourd'hui d'évoluer. Et cela révèle que l'accessibilité dans les parcs à thème, que ce soit le Puy du Fou ou d'autres sites touristiques, c'est quand même un enjeu pour garantir une expérience immersive pour tous. Que le cadre immersif peut être compatible avec la lisibilité et le confort pour tous, avec plein d'outils à mettre en place. Et aussi, mon étude montre qu'il est également possible de concilier l'accessibilité avec la thématisation, sans rendre ça complètement, sans aseptiser les lieux, mais que ça demande quand même une stratégie, une réflexion approfondie, et avec quand même une innovation constante pour être en phase avec les outils possibles à réaliser. Ce qu'il faudra retenir de cette recherche, c'est qu'il y a une importance fondamentale dans la communication de l'accessibilité. Donc, continuer à communiquer son offre, montrer que des dispositifs sont mis en place. Là, il y a le 2025, le guide d'accessibilité, comme on a vu dans le diaporama, qui est en route, que plein de choses peuvent se réaliser. Que valoriser l'inclusivité, c'est un levier de qualité de visite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mise à l'écart, et que de toute façon, une accessibilité réussie, c'est quand elles se font totalement dans l'expérience. D'ailleurs, je poursuis cette recherche puisque mon mémoire de Master 2, donc dernière année, donc que je vais commencer à mettre en forme là dans les prochains mois, ce sera sur l'accompagnement des sites touristiques vers une accessibilité inclusive et avec une problématique qui irait sur comment on accompagne ces sites touristiques dans la mise en accessibilité de leur parcours client sans altérer leur identité et leur attractivité. Merci Anaëlle pour le petit résumé. Alors c'est vrai que c'est important, on l'a vu. Alors il y a le cadre bâti en fait dans la structuration, c'est-à-dire que l'accessibilité ça passe par forcément en fait le cadre bâti, les cheminements, les parkings. Voilà, on va dire le côté très technique en fait l'accessibilité, mais il y a une grosse partie qui est de l'humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ce qu'on a souvent dans les musées ou dans les parcs à thème, ou les sites touristiques, c'est le fait que tout ne peut pas être rendu accessible en autonomie et qu'on a une partie qui va forcément avoir besoin d'humains pour l'accès. Donc, former en tout cas le personnel à accueillir ou en tout cas à comprendre en fait la notion, le besoin qu'ils ont, c'est vraiment important. Alors, je reprends ma petite expérience personnelle, alors comme quoi la formation est hyper importante. Donc, je reprends mon fils que j'ai failli abandonner, mais que je n'ai pas abandonné. On va dans le château Renaissance et puis à un moment donné, on a en fait une partie où on a François Ier qui danse. Et là, à un moment donné, François Ier, à la fin, arrive et parle à mon fils en disant: «Tu vas passer en premier.» Voilà, en fait, l'acteur est venu nous voir, pour faire passer le fauteuil avant les autres. Bon, le truc, tout bête, mais alors mon fils, ça lui a mis des étoiles dans les yeux, de rien que de dire: «François Ier m'a parlé.» Alors bon, il a fallu quand même que je lui explique que c'était pas le vrai François Ier parce que voilà, il a eu un petit bug à 7 ans de comprendre que c'était pas, le vrai roi, mais c'était un autre. Enfin, c'était voilà, c'était du spectacle. Mais voilà, il a eu voilà, juste l'expérience de dire: «François Ier m'a parlé», quoi. Voilà et effectivement, il n'aurait pas été en fauteuil ce jour-là, il l'aurait peut-être pas eu, mais voilà, c'est juste le côté, formation. Puis moi, j'avais pas une étiquette en disant, «Dans un an, je viens vous auditer, donc mettez le max». C'est en fait quelque chose qui s'est fait naturellement, et j'ai trouvé ça, voilà, la formation avait alors, peut-être qu'on est tombé sur le bon ce jour-là, effectivement, mais c'est juste fait une expérience visiteur, assez importante puisqu'à tous les niveaux en tout cas, que ce soit, quand on a été manger au restaurant, dans les spectacles, on a toujours été pris
on va dire, nos besoins ont été pris en compte et ça nous a facilité en tout cas la visite. Donc ça, c'est aussi important. Il y a effectivement le cadre bâti, il y a le côté humain qui permet en tout cas un bon déroulement sur des sites comme ça qui sont avec une ampleur assez importante ou même des petits sites. Hein, on se rend compte que c'est pas la taille qui fait l'importance aussi, mais c'est vrai que plus on a en tout cas comment dire, une mise en accessibilité importante, bah, c'est aussi important. Donc, voilà, est-ce qu'il y a des questions, des retours là-dessus ou pas? Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a vu aujourd'hui? Moi, je voulais juste rajouter un petit propos concernant l'accessibilité et en effet la complexité qu'on a sur, en tout cas nous, à notre niveau, sur notre parc à thème au Puy du Fou, c'est vraiment euh, comment faire du beau dans l'accessibilité. C'est pas forcément facile parce qu'en fait, ce qu'on nous vend, puisque bah, évidemment, voilà, on va vers des prestataires qui vendent généralement aux communautés de communes, voilà, enfin, des mairies, tout ça. Et finalement, en fait, il faut toujours qu'on essaye d'aller chercher le produit le plus thématisé possible, ou même en fait qu'on aille tout simplement vers de la création, et ça coûte énormément cher de personnifier comme ça bah, un petit peu tous nos équipements qui sont liés à l'accessibilité. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas facile pour nous, surtout qu'on a vraiment ce goût du détail, et jusque dans les allées, finalement, pas que sur les spectacles, on a vraiment le goût du détail, et on est vraiment confronté tous les jours à cette problématique, et c'est ce qui fait finalement des fois qu'on avance pas vite du tout sur les questions, parce que ça met énormément de temps. Je pense à un escalier qu'on est en train de remettre en accessibilité au Bourg-Bérard. Cet escalier, il est sur la table depuis 2 ans. Là, on vient juste de terminer les mains courantes, mais pour ce qui est des bandes pododactyles, eh bien, entre l'artistique, ce qu'on nous vend, ce qu'on peut proposer, etc., eh bien, on n'est pas encore tout à fait sur la même longueur d'onde. On n'arrive pas à trouver la chose qui va être donc accessible pour nos visiteurs et qui va être jolie en fait, et pas l'élément sur lequel les visiteurs vont rester dessus en disant ah ouais, bah, ils sont pas allés dans le détail, parce que vous voyez même nos plaques d'égout sont détaillées et gravées Puy du Fou. Enfin voilà, on essaye vraiment d'aller jusque là, et c'est pas forcément tout le temps évident. Donc je voulais vraiment marquer. Enfin en tout cas nous c'est vraiment un marqueur de difficulté qui fait que bah oui, on avance pas vite, et on aimerait avancer beaucoup plus vite des fois sur certains sujets, mais et le financement des fois n'est pas possible puisqu'on part sur des prix qui sont juste hallucinants. Effectivement, on a aussi ce souci-là sur les hôtels, qui est encore, je dirais, plus marqué. Bah, c'est marqué Mm. sur le parc, mais sur les hôtels, effectivement, comme le souhait, c'est que les chambres soient PMR, soient exactement Mm. les mêmes, offrent les mêmes prestations que pour bah, les personnes bah, non en situation de handicap. C'est vrai que je reprends les îles de Clovis où on a un bon lit avec un bon tour voilà, viking comme il faut. C'est vrai que bah, la difficulté pour le fauteuil de se mettre à côté empêche finalement un transfert Mm. en autonomie. Donc voilà, c'est toute cette difficulté entre l'artistique et puis le complètement accessible qui des fois bloque. Et puis même sur des nouveautés, c'est ça qui est dur à suivre sur les projets qui sont nouveaux. Tous les gens qui sont dans la partie projet, architecture, etc., enfin même nos architectes, sont pas forcément tout le temps comment dire, très sensibilisés en fait à cette question. Et pour beaucoup de raisons, hein, des architectes, des fois connaissent un peu la réglementation, mais voilà, pour une raison esthétique, et ça les arrange pas du tout de mettre à cette hauteur-là un élément enfin là, je pense à des sanitaires, qu'on a des nouveaux sanitaires qu'on a au niveau du village de Chasseloup. Les équipements, la manière dont ils avaient prévu les équipements sur le plan, c'était pas du tout bon. Et oui, aujourd'hui, dans le réel, bah, ils sont à un endroit qui sont pas forcément plus pratiques que ça, mais on est obligé d'aller vers ça pour être réglementaire. Et finalement, voilà, enfin,
on n'arrive pas à anticiper ces questions. Sur les plans, etc., les questions d'accessibilité, on a, on va dire, le cas général, mais dans l'équipement qu'on va positionner comme un sèche-main ou du savon, eh bien, on va pas aller jusque dans ce détail-là, et après, c'est difficile de rattraper, en fin de compte, cette partie-là, et ça oblige les personnes qui sont un peu dans l'attention, accessibilité, un peu comme ce qu'on peut représenter, par exemple, avec Savine sur le parc, eh bien, voilà, ça oblige à ce qu'on ait toujours un œil dessus, alors que finalement, ça devrait être pris en compte à partir du moment où c'est une nouveauté. Ça suit une réglementation que le code de construction et d'habitation, finalement, met en vigueur. Et puis en plus, la difficulté que l'on a, et je terminerai là-dessus, c'est que finalement, en fait, on a beaucoup de RP au Puy du Fou qui rentrent dans des catégories totalement différentes. Un restaurant, un bar, un hôtel, une réception, un spectacle, une salle de spectacle, un spectacle immersif. La voirie du parc, hein, tout simplement, des espaces détente. On envoie des gens, par exemple, autour d'une mare pour qu'ils puissent profiter d'un moment à l'ombre sous un sol pleureur. Et bien, même là, en fait, il y a des questions d'accessibilité qui se posent parce que comment on envoie un fauteuil roulant sur du gazon ou quand il pleut, etc. C'est pas pratique. Donc voilà. Et puis, je terminerai presque là-dessus. Vous n'êtes pas sans savoir que le Puy du Fou se lance sur les rails, si je puis dire, avec un projet qui s'appelle le Grand Tour. Et donc, le Puy du Fou monte un train, si vous voulez, voilà, pour faire le tour de la France dans une immersion totale. Et bien, même là, il y aura des questions d'accessibilité. Donc, vous voyez, en fait, un petit peu la somme de sujets que l'on peut traiter au Puy du Fou et la somme comment dire, de types de bâtiments différents, enfin, en tout cas, d'activités différentes qui emmènent l'accessibilité toujours vers de nouvelles questions, quoi. Effectivement, voilà, ça c'est ce qu'on a mis en fait sur les différents webinaires, c'est la difficulté en fait sur les différents interlocuteurs en fait d'avoir des projets qui tiennent la route du début jusqu'à la fin, et notamment voilà, sur la question des architectes, voilà, tout ça où des fois l'accessibilité est un peu mise de côté au détriment d'autres choses, mais c'est vrai que Mm. c'est toujours compliqué d'être toujours derrière. Voilà, tout le monde, voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours rageant d'arriver sur un bâtiment fini et de se dire: «Ah bah mince, ils ont posé la barre d'appui, Ah bah oui, ouais, tout à fait. pas comme il faut». Mais bon, Mm. ça arrive assez souvent. Malheureusement, on aimerait que ce soit plus voilà, que les architectes, même, et que les artisans, hein, soient plus, comment dire? Formés à ça, Mm. ou sensibles à ça, mais c'est encore une question, de formation et de sensibilité de chacun. Mais ça, c'est vrai aussi, sur le bâti et cetera. C'est vrai aussi sur toute la partie biodiversité, par exemple, comment est-ce qu'on prend en compte, Mm. des espèces protégées et cetera. Donc c'est un ensemble, et donc effectivement, parfois, c'est un petit peu fatigant de rabâcher, mais Mmh. parfois, on a des petites victoires. Donc voilà, Oh, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Mmh. on fait bouger les choses petit à petit. C'est ce qu'on dit avec Anaëlle. Moi, ça fait 20 ans maintenant que je suis dans Tourisme Handicap. Bon, ça se voit pas, quelques cheveux blancs, mais voilà, ça fait 20 ans en tout cas que j'œuvre sur Tourisme Handicap et sur la mise en accessibilité. Je plante des graines, en tout cas, moi, c'est ce que je Mm. dis, je plante des graines. Après, elles fleurissent ou pas, mais moi, mon rôle, en fait, c'est effectivement sur les Pays de la Loire, d'avoir un certain nombre de sites marqués, puisque c'est la région pour laquelle moi, j'œuvre sur Tourisme Handicap. Après, sur les formations et tout ça, voilà, c'est l'objectif, comme je l'ai fait sur l'ensemble de la France, c'est de sensibiliser à chaque fois un maximum en fait, hein, les acteurs pour que bah, chacun ils prennent leur petite part pour eux et qu'on arrive à chacun planter. Mais c'est vrai qu'au bout de 20 ans, des fois, je me dis, je répète toujours les mêmes choses. Euh, mais bon, c'est Ah bon. c'est c'est le jeu, mais c'est vrai que des fois, je me dis en 20 ans, on a fait des grandes avancées et puis sur d'autres choses un peu moins, et ce qui est un peu plus rageant. Mais bon, c'est comme ça, on prend son mal en patience et puis au fur et à mesure, on y arrive quand même. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que d'autres questions ont émergé, au cours de ce webinaire? Je regarde, apparemment pas d'autres. Donc voilà, donc là, moi, je vais mettre, le lien de la présentation et puis, le webinaire, donc, je vais vous le renvoyer donc, d'ici demain, et s'il y a des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous pour les poser. En tout cas, bah, merci beaucoup, et on a 3 prochains webinaires, Anaëlle? 3 C'est prochains 3 prochains webinaires, donc un sur les hébergements, un autre sur les fêtes
festivals, puisque voilà, qui ne rentrent pas dans le tourisme handicap, mais les touristes, en tout cas, voilà, ont aussi besoin, voilà, je pense, voilà, nous, Festival interceltique, les Vieilles Charrues, Festival de poupées pour la Vendée, voilà, qui sont des grands apporteurs aussi de visiteurs. Et voilà, les rendre accessibles, c'est aussi contribuer à l'accessibilité. Et puis le dernier, c'est plus sur les offices de tourisme, mais voilà, sur la communication, puisqu'on a effectivement un gros trou entre les offres accessibles et les gens qui en ont besoin. La com, on se rend compte que bah, voilà, aujourd'hui, à l'heure où on est très surchargé en communication, et notamment par Internet, et ben, on a quand même un gros déficit de communication sur savoir ce qui est accessible et ce qui ne l'est pas. Donc, c'est un petit peu comment faire tout ça. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur les 3 derniers webinaires, et puis les autres sont en ligne pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Merci en tout cas. Alors, Emmanuel nous a quittés, mais aussi à Thomas et à Sabine pour l'intervention, puis à Naël quand même, puisque tu as, présenté ton mémoire de fin d'études. Bah, merci beaucoup à tous, et puis à bientôt pour les prochains webinaires. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci à tous. Merci, Aurore.